De nombreux récits laissent à penser que depuis la plus lointaine Antiquité, la vigne est présente au cœur de la France, dans la région centre. Dans le Cher, le travail du vin remonte au 1er siècle de notre ère, mais c'est surtout au XIe siècle que les vignobles prirent de l'essor grâce aux nombreux monastères implantés aux environs de Bourges. Aujourd'hui, dans le périmètre dit du Centre-Loire, 6 vignobles sont rassemblés, celui du Sancerrois étant certainement le plus prestigieux. Du haut de son piton rocheux, la ville de Sancerre domine 2800 hectares de vignes plantés sur les pentes exposées des 12 collines de la vallée de la Loire. Bien loin des rendements quasi-industriels du Bordelais et de Bourgogne, le vin d'ici reste encore une affaire artisanale et familiale. Depuis 10 générations, la famille Bourgeois cultive la vigne à Chavignols. Exploitant 2 hectares en 1950, Henri Bourgeois et ses fils ont constitué un vignoble de 70 hectares judicieusement répartis sur les meilleurs coteaux de Sancerre et de Pouilly. C'est ma parcelle bio, hein. Ah oui. Une des parcelles bio. Une des parcelles bio, ouais. Je n'avais pas cru que le bois serait aussi bien assaisonné. Si. Super. Ça va? Oui. Ça a été le salon? Bien, très bien. Fatigué, beaucoup de monde? On a eu beaucoup de monde. Ouais. Il te reste encore beaucoup à tailler? Oh, j'ai encore un mois de boulot. Ah oui. Ouais, donc c'est bon, hein, je veux dire. Puis des journées comme aujourd'hui, ça avance. Hein. Il faut dire aussi que tout ça vient et de se bien occuper de la vigne pendant l'année. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est important. Hein. Ah oui. Faut être dedans, faut connaître les parcelles. Hein. Faut que les vignes y causent. Bah, je les écoute aussi. Hein. Il faut surtout les écouter. C'est comme les femmes, hein, on les laisse causer par contre. Ouais, bah ça, on les écoute moins souvent. Ah là là, sacré papa. La famille Bourgeois était comme toutes les autres familles. Elle est née à Sancerre depuis plus de 10 générations, mais on était vignerons, éleveurs de chèvres, on faisait de la polyculture. Pour vivre, eh bien, on était obligé d'avoir un petit peu tout. On avait des poules, des canards, des cochons, et on faisait bien sûr le fromage de chèvre. Et le vin, à l'époque, je me souviens quand j'étais jeune, c'était simplement pour acheter une charrue, pour acheter un nouveau cheval, pour acheter un petit bout de terre. Mais c'est pas le vin qui nous nourrissait. Un père, une mère, des enfants qui travaillaient la vigne, qui aimaient ce qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, c'est encore pareil. Sauf que c'est multiplié beaucoup de fois. Mais c'est toujours une famille qui s'aime, une famille qui se comprend, une famille soudée. Ça va Arnaud? On est visité là actuellement par des amis de Hollande Hello. qui sont venus nous rendre visite. I want to introduce you to my brother Lionel. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. So we met actually in Angers, Yeah. and they come to visit and see a little bit of our vineyard, Yeah. especially the Côte des Monts d'Année, the Damned Mountain. Exactly. Ils connaissaient déjà les monts d'Année, ils avaient déjà dégusté, et puis ils voulaient se rendre compte un petit peu de ce la que pente, c'était. absolument, Ouais. et puis un peu comment on travaillait au niveau du vignoble. Ouais. Donc on est venu sur la parcelle, ça tombe bien. Alors, Ouais. Bah, ça là, avance un peu? Ouais, on est en train de tailler là. Ouais. La végétation elle est pas repartie, tu vois, l'herbe. Elle est En encore- 1950, on avait 2 hectares et demi de vignes. Et en 1952, mon frère est arrivé travailler avec mon père. Et là, bon, il fallait avoir un peu plus de vignes, parce qu'ils étaient 2 à travailler.
Donc on a cherché, mon père a cherché un petit peu de vigne. Il y en avait des vieux cousins qui nous ont légué leur vigne. Ce qui a permis à mon père d'agrandir un peu son vignoble. C'était de la vieille vigne déjà, qui faisait un excellent vin. Donc ça a permis d'agrandir le vignoble, mais de fidéliser la clientèle, d'avoir déjà une réputation avec les vins. Mon frère, ça a été l'artisan de la vigne. C'est lui qui a agrandi tout le vignoble, qui a maîtrisé mieux la vigne. Moi, la vigne, j'aime bien la vigne, mais je ne pouvais pas l'aimer comme mon frère. Par contre, moi, j'étais peut-être plus doué pour le vin, mais surtout vis-à-vis de la clientèle. Les clients m'aiment bien, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être ma jovialité, parce que aussi j'aime les bonnes choses. Quand on aime les bonnes choses, il y a toujours des échanges qui se font. Et ça s'est fait naturellement. Mon frère était le spécialiste de la vigne, moi du vin et de la clientèle. Et puis après, plus tard, mon neveu est arrivé. Lui, il adore le vin. Lui, il a été l'œnologue, celui qui reçoit les raisins et qui transforme les raisins en bon vin. Ah ouais. Utilisé dans nos assemblages. D'accord. Donc là, la malo, elle vient de se terminer. Et ça a été soutiré lundi, après-midi. Et puis mon fils est arrivé 2 ans plus tard. Et lui, c'est vraiment l'artisan de la vigne. C'est lui qui a remplacé mon frère. Il adore ses vignes. Il coucherait presque dans les vignes. Quand on taille, on pense à l'année à venir, mais il faut aussi qu'on pense aux années qui suivent. You want to see the way that we could practice a little bit with Pruning? Or pruning? Yes. Yeah. Ah, voilà, please. that's interesting. Okay, yeah, it's always interesting because every... L'année dernière, on a laissé ici ce qu'on appelle nous couramment dans la région un courson. Là, une baguette, c'est la branche à fruits. Alors, le principe de la taille, c'est simple, c'est de regarder un courson. Et là, je vais garder une branche à fruits. Donc, j'enlève tout ce dont j'aurais pas besoin. C'est rapide, hein, la taille guyot simple. Hein. Hop. Je nettoie ma branche à fruits. Et ensuite, je l'enroule autour du fil de baguette. De cette manière, quand les yeux vont sortir, tous les rameaux vont pousser droit et on aura nos raisins qui se trouveront à peu près à ce niveau-là. Bon. Et voilà. Et puis après, il est arrivé Arnaud, mon dernier fils. Et lui, par contre, c'est la personne qui est très à l'aise avec les clients, que les clients, ils l'adorent également, il passerait sa vie auprès d'eux. Ça s'est fait tout naturellement, on n'a pas décidé qui allait faire quoi. C'est le feeling des uns avec les autres qui ont fait que ça s'est partagé comme ça. On est frères et on se respecte les uns les autres. Il y a toujours cette envie de vouloir en plus aller un peu plus loin. C'est pas seulement faire son travail, c'est en plus d'aller un peu plus loin. Et on partage tous cette envie-là. Donc on est ensemble et en plus on regarde déjà le même horizon. Donc ça c'est une force supplémentaire évidente. En moins de 50 ans, la famille Bourgeois a multiplié par 40 sa production, passant de 15 000 bouteilles en 1952 à 600 000 en 2000. Face à une concurrence internationale de plus en plus féroce, ils ont décidé de se battre pour perdurer au cœur d'un marché vinicole en pleine révolution. Leurs armes, le respect du savoir-faire familial, la recherche de la qualité et une passion que Jean-Marie Bourgeois aime à communiquer. Salut, ça va? La côte des Mondanés. C'est donc le vin, on fait une seule cuvée bien sûr, mais une seule mise. Alors ça c'est le nouveau marquage avec
la date pour la Russie et le numéro de l'eau pour la France. Ça va? Ça va. Alors c'est nos clients russes Vinicom. D'accord. Qui visitent. Ouais, il y en a pour Pékin, il y en a pour Séoul, il y en a pour Londres, le Connecticut, Hong Kong, la Nouvelle-Calédonie. Il y a un peu de tout, hein. Ça devient un peu catastrophique, la place. Oui, mais pas assez encore. Moi, j'ai commencé à travailler avec mon père et mon frère que dans cette cave-là et une petite grange à côté. Au fur et à mesure des années, on a construit. J'ai monté quelques bouteilles avec un tire-bouchon tout de suite. Et puis, tu vas... Oui, donne-moi le pouilly fumé Henri Bourgeois. J'ai monté la demoiselle, la bourgeoise. Il y a donc une des directrices de la compagnie Vinicom qui importe nos vins, qui les distribue en Russie. Et les trois messieurs, ils ont, je crois que c'est 7 très bons restaurants à Moscou, dont un qui est tout à fait extraordinaire. Ils ont fait un restaurant chinois qui est le plus beau du monde en 2007. Et des gens qui aiment le vin, qui connaissent très bien les vins. Et ce matin, je crois qu'ils ont appris un peu notre caractère en plus de celui du vin. Merci. La législation européenne imposant de stricts quotas, les vignerons français ne peuvent étendre leur domaine sans limite. Au début des années 90, la famille Bourgeois entame de vastes recherches dans les principales régions viticoles du monde à la quête de nouveaux horizons. L'objectif de cette investigation est de découvrir une terre qui produirait des vins de haute qualité, comparables à ceux du Sancerrois, mais de saveurs différentes. En 2000, avec un de mes fils et puis des amis, on est allé en Nouvelle-Zélande. Et là, on a été conquis par le paysage déjà. On a été conquis également par les vins. Les vins, c'était pas des vins qui étaient extraordinaires, mais ils étaient bons. C'était des bons vins de plaisir. On sentait vraiment le terroir du Sauvignon. Et à notre grande surprise, on avait trouvé des très beaux pinots. Et là, on a dit, c'est peut-être ici qu'il faut qu'on vienne. 4 mois plus tard, on y est retourné avec mon autre fils et mon neveu. On a cherché, mais on ne trouvait pas tout à fait ce qu'on voulait. On voulait des coteaux. Il n'y a que la veille de partir qu'on a trouvé une propriété qui nous plaisait beaucoup. On a dit, c'est peut-être là qu'il faut s'installer. On était voir le gars. Est-ce que tu veux vendre ta ferme? Parce que c'était une ferme où il y avait de l'élevage dessus. Il dit, oui, pourquoi pas. Et c'est fait comme ça. On a mené une négociation. Ça, c'était en juin 2000. Et puis en août 2001, on commençait à planter de la vigne. Je suis le chef de vigne du domaine Clos Henry en Nouvelle-Zélande. J'ai la responsabilité de l'entretien des vignes là-bas et c'est moi qui dirige les équipes sur place. Takaki est en France à l'heure actuelle pour étudier un peu la façon de travailler du domaine bourgeois, pour pouvoir adapter cette façon à la Nouvelle-Zélande, puisque nous, famille bourgeois, avons une philosophie de travail qui est de faire toujours meilleur. Eux, là-bas, en Nouvelle-Zélande, nous voient de temps en temps, mais ne connaissent pas vraiment notre philosophie. Donc je lui explique notre philosophie pour arriver à l'excellence sur notre vin de Nouvelle-Zélande. Donc Takaki, tu retires les verdins. Oui. Pour éviter au raisin d'être trop dilué et pour apporter un maximum de maturité au raisin que tu laisses. Oui. Donc ça, parce qu'il n'y a pas de sucre. C'est que de l'acide en fait. Sure. Donc voilà, tu optimises ta maturité du raisin pour avoir la meilleure qualité possible. Il est important de communiquer avec notre domaine de Nouvelle-Zélande sur le patrimoine viticole français, puisque la France est un vieux pays viticole et la Nouvelle-Zélande est un pays très très jeune pour la viticulture, puisque les premières vignes ont été plantées, cela fait seulement 20 ans. Donc pour eux, c'est l'industrie du vin.
Nous, ce qu'on a en France, on a une âme du vin. Donc on vit avec le vin. Donc on veut leur transmettre aux gens qui s'occupent de notre domaine là-bas, notre amour du vin, notre vie du vin, mais pas l'industrie du vin. Dans le domaine Clos Henry, en Nouvelle-Zélande, nous nous inspirons des méthodes de travail du domaine bourgeois ici en France. Je suis japonais d'origine, je ne suis pas français. À la base, je n'ai pas cette philosophie du vin, mais désormais je la comprends. Je comprends la philosophie des bourgeois. Donc voilà, tu fais tomber du raisin, celui qui est pas à maturité, pour pouvoir aérer ton pied de vigne et que tu aies une maturité assez homogène. Donc tu fais tomber les raisins les moins jolis, tout en évitant aussi de faire trop couler de jus sur le restant pour éviter le botrytis. C'est incroyable comment ça a changé le quartier, les cinémas là, maintenant. Le vin est un produit et il faut le vendre. Le marché français étant saturé, Jean-Marie, en bon VRP, se rend régulièrement aux quatre coins du globe. En Russie, le vin était auparavant réservé aux apparatchiks de l'ancien régime soviétique. Le nouveau russe veut en finir avec la vodka. Le marché est à prendre. Jean-Marie l'a bien compris. Hello! Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Ça va, ça va. Un peu cabot, Jean-Marie. Ah oui, oui. Le patriarche des bourgeois, accompagné par Daria, la représentante de la société qui importe ses vins en Russie, entame une tournée marathon dans les grands restaurants de Moscou. Le discours est parfaitement rodé. L'opération séduction auprès des jeunes sommeliers moscovites très influents va commencer. Je propose d'abord qu'on trinque, avant de déguster un sushi sashimi. Non, je reviens. Par ce vin, parce que tu as plusieurs cuvées, Jadis, le chêne Saint-Étienne, la troisième cuvée c'est Jadis, le chêne et Clos Henry de Nouvelle-Zélande. Je t'ai apporté pour te faire comprendre un petit peu les différents terroirs. Ces sédiments se trouvent sur un grand coteau à Chamignol. Il se trouve, ça s'appelle la côte des Monts-d'Année. J'aimerais bien que tu viennes dans la côte des Monts-d'Année. Et donc, c'est le meilleur de la côte des Monts-d'Année que l'on appelle Jadis parce que c'est un vin qui est fait par tradition, avec sans produits chimiques, tout à fait traditionnel. Est-ce que tu éprouves vraiment un réel plaisir de rencontrer des viticulteurs? Est-ce que tu as soif qu'il y ait plus de viticulteurs qui viennent te voir? Il y a beaucoup de respect parce que le producteur qui reste toujours à son petit coin et il ne connaît pas le consommateur final, pas possible de produire le vin et de ne pas connaître les consommateurs. Et moi j'ai beaucoup appris par les gens, par des rencontres et j'apprends encore beaucoup par des rencontres. Pour moi c'est une passion de partager mon savoir-faire et je viens pas pour dire voilà top je suis bourgeois. Non, je viens pour avoir un vrai dialogue, une vraie connaissance, ce que j'ai appris de te le transmettre. Spasiba. Avec le plaisir de te retrouver à Sancerre. Il va venir le voir sans chaîne. On se revient. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Elle avait un joli nom, mon guide. Nathalie.
La place rouge était blanche. La neige avait fait un tapis. Et devant ce froid immense, Nathalie, elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. On a toujours dit les Russes, il n'y a que quelques Russes qui ont de l'argent et les autres sont très pauvres. Certainement, il existe encore des pauvres, mais il y en a de plus en plus qui ont de l'argent. Il n'y a qu'à voir dans les rues déjà l'état des voitures, ça compte beaucoup. Et il y a de plus en plus de Russes qui ont de l'argent pour pouvoir acheter des grosses voitures et puis aussi boire des vins étrangers, faire des très bons restaurants. Il faut suivre cette évolution, c'est indispensable dans notre métier. C'est un marché important, le marché russe. C'est un marché qui devient important. Il compte beaucoup. Pour moi, actuellement, il compte autant que la Belgique, l'Allemagne. Je le soigne autant et il doit être considéré comme un vrai marché. Pas des marchés d'appoint. Ça représente combien au niveau de vos exportations, là, un marché comme la Russie? Ah, ça représente au moins un certain chiffre. Important alors. Important. S'il est venu. Non, il est venu pour l'ouverture. Pascal Couchepin. Eh ben voilà. C'est super. Kofi Annan. On est toujours très admiratif d'être dans cet endroit aussi mythique. Ah, Dimitri. Très fier de voir figurer le nom de sa famille sur la carte du mythique café Pouchkine, le battleur devient gamin. Pour lui, placer ses vins sur les plus grandes tables du monde n'est pas uniquement une question d'argent. Il y a combien de vins du domaine bourgeois ou de Nouvelle-Zélande sur la carte? Il y a quoi comme vin? La bourgeoise rouge, on le sert seulement un magnum et on les propose à les grandes compagnies qui viennent pour dîner. Nous pensons que ça se développe mieux, le vin s'évolue mieux dans le magnum. И белые вина представлены как раз совершенно на тело. Et les vins blancs, ils sont présentés par les vins de la chaîne Saint-Étienne. Ah d'accord. Rien que les beaux vins de la maison. Bravo. Et les gens ici demandent régulièrement l'appellation Sancerre, surtout qui est très bien connue. Je ne suis pas le seul à faire du Sancerre, mais de pouvoir mettre du Sancerre dans des établissements comme ça, j'étais un des premiers, ça je suis fier de populariser le Sancerre un petit peu partout dans le monde entier. Que quand je vends une bouteille de Sancerre à Moscou, je fais du bien à toute l'appellation. Nombreux sont les habitants de la région à croire dur comme fer que l'arche de Noé est arrivée à Chavignoles. Le premier animal débarqué était une chèvre et le premier arbre planté, un pied de vigne. Si ce petit village est surtout connu pour son célèbre crottin, son vignoble est aussi l'un des principaux du Sancerrois.
Ces vignes sont composées de 20% de pinot noir et 80% de sauvignon. Ici, on se trouve à proximité de la Loire, bénéficiant de ce fait d'un microclimat. Il ne fait jamais très froid et le taux d'humidité est toujours idéal. Le sol est parfaitement adapté. En effet, la mer recouvrait la région il y a 165 millions d'années et en se retirant, a laissé derrière elle une terre fertile, composée d'argile et de calcaire, très riche en sédiments. Ce n'est donc pas un hasard si depuis des siècles, les hommes veulent une vigne à Chavignoles. Mais c'est impossible. Le village est petit et on se transmet l'exploitation de père en fils. Il n'y a plus de terre à vendre. Les Chavignolais aiment leur spécificité et ce n'est pas pour rien qu'on les nomme les Corses de Sancerre. Allez, là, Pascal, là. Là, mais là. Là, faut bien faire passer pour Allez, prenons devant. Allez-y. Accélère. C'est le début des vendanges. On vient juste de commencer à vendanger là. Ça fait 1 an qu'on travaille dans les vignes, qu'on essaie d'apporter le plus grand soin possible et enfin le travail est là. Et le stress aussi, c'est le premier jour de vendange, c'est toujours très stressant. Hein. On a toujours peur que quelque chose n'aille pas comme on veut ou des choses comme ça, mais au bout du 2e, 3e jour, je vais beaucoup mieux. Vous mettez pas les verres. Je pense que c'est très important d'avoir un respect du raisin jusqu'au bout, parce que pour moi, on ne peut pas faire un bon vin si on n'a pas une bonne matière première au départ. Ça, je pense qu'il faut toujours être très attentif à ce qu'on ramasse. Vous savez ce que c'est un vendangeur? Le premier jour, ils sont prêts à couper toutes les vignes de la région. Et le lendemain, ils ont mal au dos. Et le 3e jour, ils sont habitués et ça va. Non, mais on n'a pas à se plaindre. On a des gens sympas. On a une équipe cette année qui est très jeune. Et je pense qu'on aura une bonne ambiance. Alors ici on est dans la côte des Monts-d'Année, le plus célèbre coteau du Sancerrois. On l'appelle la côte des Monts-d'Année parce que nos ancêtres disaient qu'il fallait d'années pour planter de la vigne dans un coteau comme ça. Et ce coteau, c'est le premier coteau qui a été planté dans la région par les moines de l'abbaye de Saint-Satur. Il faut savoir que les moines, c'est eux qui ont implanté la vigne un peu partout en France. Et à Sancerre, le premier coteau qui a été planté, c'est cette fameuse côte des Monts-d'Année. La pente dans la côte des Monts-d'Année, on varie entre 40 et 60% de pente, ce qui est énorme. Le sol, c'est des marnes timéridiennes, donc c'est ce qu'on appelle des terres blanches assez calcaires. Et les pierres, c'est un agglomérat de coquillages. En plus, elle est exposée plein sud, donc un ensoleillement parfait. Et la caractéristique qu'elle a surtout par rapport aux autres coteaux qu'on peut trouver dans le Sancerrois, c'est qu'on a énormément de sources. Donc on a toujours de la fraîcheur dans le sol, malgré qu'on soit en coteau. C'est une importance capitale. Le terroir retransmet vraiment des choses au vin. De toute façon, sur les sols calcaires, argilo-calcaires et marnes timéridiennes, on n'est que sur des arômes floraux. Et sur le sol silex, on est très minéral. De toute façon, c'est de la pierre à fusil, le silex, et qui transmet vraiment son odeur au vin. Il faut savoir que le silex, c'est la seule pierre odorante. Planter du sauvignon sur des sols argilo-calcaires ou des sols silex, je sais à peu près le résultat que ça donnera. Je sais que si sur des sols silex j'ai des vignes trop vigoureuses, là j'induirai des goûts végétaux, donc j'ai intérêt à avoir des vignes très peu vigoureuses
pour vraiment avoir ces arômes de pierre à fusil. Je sais que sur les sols calcaires, si à l'inverse j'ai des vignes pas assez vigoureuses, là j'aurais pas d'arôme du tout, j'aurais pas ces arômes floraux de sauvignon, d'ortie blanche. Alors là par contre il faut que je maintienne un certain taux de vigueur pour que la vigne puisse libérer ses arômes. Chaque terroir se travaille complètement différemment. Je veux dire, moi je considère, une vigne c'est une personne. Je suis un docteur, j'ai 120 parcelles, j'ai 120 clients. Et je les traite toutes différemment. Toutes mes parcelles sont traitées différemment. Allez les gars, là, allez, on y va. Ça fait pas genre, ça fait. Is that the taxi that I can take here? Yeah, where are you going to? I'm going to the 27th Street. Tel père, tel fils. Arnaud a repris le flambeau paternel et c'est à lui désormais de jouer les globetrotters. Fantastic. Where are you from? I'm from France. French. Yes. Do you speak a little bit of French? Not really? Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. That's already À Hong Kong, Tokyo, Madrid ou New York, le cadet des bourgeois passe les 3/4 de son temps à l'étranger. This one is for us. Thank you. S'ils veulent sortir du lot, les vignerons doivent savoir voyager, s'exporter. À New York, je suis là pour aller rencontrer notre distributeur, importateur également, de façon à définir un peu, faire une espèce de point d'étape. On est maintenant au mois d'octobre, il va y avoir une grande période importante toute la fin d'année et le début de l'autre année avec le lancement du millésime 2007 à partir du mois de mars. Donc on va essayer de définir la stratégie, voir ce qui va être important à mettre en place pour essayer de faire comprendre aux vendeurs quelle est la stratégie de la maison Bourgeois. C'est une ville qui bouge et je crois que c'est assez synonyme aussi de ce que nous on recherche ou en tout cas de ce que l'on aspire. On cherche à notre rythme, à avancer, à évoluer et New York c'est un petit peu cette ville très hétéroclite, très cosmopolite qui bouge beaucoup et je trouve que quelque part il y a quelques petits ponts qu'on pourrait faire entre le domaine et puis cette ville assez extraordinaire. Il est prévenu là, le monsieur avec qui on va déguster? Oui, madame. Et c'est un beau liquor store, en plus c'est 67 Wine Street, qui fait des centaines de caisses de petits bourgeois. Ça va bien, hein, on est très actifs parce que tu sais, la période vendange, c'est vraiment c'est bouillonnement terrible au sein du domaine. En compagnie de Maxime, son importateur à New York, Arnaud se rend chez l'un des plus prestigieux cavistes de la ville. Attaché case, costume sombre et cravate, même si le premier abord fait école de commerce, l'aisance du père s'est transmise, le jeu de séduction reste le même. And this is a top of their line. Yeah. It's a wine which is fermented in barrels a little bit, but it comes from very old vines. I have it by the glass of Daniel. I want one case. One case? Sure. Thank you. So we explain here that we have some sediments which can happen, it never happens usually because we don't filter the wine. It's just a small production. We are talking of 5,000 bottles a year. Wow. Yeah. It's 350 a case? 350 a case. Wow. You know what I have to sell for? Yep, $45.99. It will sell. I think it will. If you, I mean, honestly, the wine is
super. No, I will sell. I can hand sell it or not hand sell. They buy Sancerre anyway. If you have big customer of Sancerre, you let them try one bottle of this, they will come They'll back. come back. They'll come back for it. But then you won't have any more when they come back. Yes, I will. Yes, I will. You gonna have more? I have 7 cases in stock right now of the 03. The 05, the Oh, next one. Ben? We haven't made an 04. Come down for a minute. That's right. C'est une très bonne qualité. Je pense que on peut pousser sur le haut de gamme, spécialement sur ces vins-là, avec des gens comme Evelyne qui peuvent le hand sell. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un client. Bonjour, ça va? Bonjour, merci, très bien. Vous aussi? Ouais. Très bien. Vous parlez bien français? Un peu. Hein? Un peu. Ouais. Congratulations. My English is so poor. Oui. Okay. So let me pour you a little bit of this wine. So as I was saying, it's a very confidential production. We are talking of 5,000 bottles. It's like a small exclusivity amongst our own vineyard. This wine is made a part in barrels, about 60% in barrels and 30% in stainless steel tank. And it's a non-filtered wine. We just wanted to make it traditionally. Incredible. You're going to sell this for $45.99. Wow. Yeah. It's great concentration. Oh, absolutely. Good fruit, the minerality, the little, it's very nice. Thank you. Yeah. To be honest with you, we don't... Terroir, cépage, histoire de famille, ce jeune vigneron tout droit débarqué de sa campagne française séduit les sommeliers expérimentés de la boutique. Le vin est apprécié et il devient même meilleur une fois le prix de vente potentiel annoncé. 45 $ la bouteille. Au pays du billet vert, business is business. Yeah. Or lobster, absolutely. Lobster, grilled poached lobsters, in for butter or example. something, yeah. It's definitely, yeah. Because you need something to cleanse your palate from the richness of the lobster. Absolutely. Yeah, it's very nice. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you for your time. Huh? Thank you. It's great. Okay. We good. Allez, Maxime, t'es un roi. Je t'amène toujours aux bons endroits. Bah, t'as du nez en tout cas, je te le dis. C'est un bon placement et je pense qu'on va pouvoir suivre et le staff a l'air d'être assez enthousiaste par la qualité du vin. Donc une fois que vous êtes placé dans un liqueur store comme celui-ci, normalement ça bouge tout seul. Voilà. Pouvoir être présent, c'est très important parce que New York est un marché où on a énormément de compétition et tout le monde veut être présent à New York. Donc la moindre petit pouce est très important sur des produits comme ça. Surtout sur le haut de gamme où il faut faire goûter les vins. Parce que si vous n'avez pas de points en par cœur, en wine spectateur, il vous faut cette touche, comment on dit ça, le faire goûter en fait. Lorsque on voit tout le travail, toute la minutie qui est faite au niveau de la production, que ce soit dans le vignoble, toute l'équipe viticole, toute l'équipe à la cave. C'est un travail d'orfèvre qui est fait à tous les niveaux et on voit tous ces efforts qui sont récompensés quand on a nos vins qui sont bien présentés, bien représentés ici. C'est un véritable compliment à tout ce travail-là et c'est la meilleure réponse et c'est la meilleure récompense qu'on puisse obtenir en réalité. Where were you the day up? I was in Times Square when this happened. Okay. It was scary, man. Was it? Yeah, the whole city was covered with smoke. Until up here? Everywhere. Everywhere. You can smell the smoke everywhere. Well. Arnaud entame sa tournée des restaurants de Manhattan. New York est probablement la ville qui compte le plus de restaurants haute et moyenne gamme au monde. Être présent sur ce marché-là, c'est tout simplement exister. Nombreux sont les Français installés dans la grosse pomme. Le propriétaire des lieux est un compatriote. Le contact est facile. Le travail, c'est de conserver les traditions. Ouais. Oui, il faut. Enfin, je crois que c'est important. La tradition. Il n'y a pas beaucoup de place pour la créativité. Si, justement. Ouais. Parce que je crois qu'on est capable dans notre métier, peut-être de moins en moins, parce que les lois sont strictes et souvent on est obligé de suivre des règles très, très précises pour faire le vin. Mais je crois que c'est pas incompatible de respecter la tradition, tout en malgré tout étant capable de créer et d'innover. Et chaque année c'est ça. On a un tel terroir extraordinaire. Je m'en voudrais vraiment de faire une méthode qui soit la même pour cette bouteille-là que pour la porte du pays. Mais au fur et à mesure que
que les règles du commerce bougent, il faut s'adapter aussi, ça ne va pas être facile toujours. Oui, non, c'est vrai. Parce que demain, si les Chinois ils boivent du Sancerre, qu'est-ce que vous allez faire? J'essaierai d'aller communiquer. Déjà, je ne sais pas ce qu'ils achèteront, mais j'essaierai de communiquer au mieux sur la façon dont on travaille. Je crois effectivement qu'on peut faire des études marketing très poussées, on va nous dicter la façon dont on doit travailler, mais il n'empêche qu'on a toujours besoin de créativité et de personnalisation. Si vous dites à un peintre, il faudrait que tu me peignes un joli bouquet de fleurs, vous demandez ça à 10 peintres différents, le même bouquet sera représenté d'une façon 10 fois différente. C'est ça que j'ai envie au niveau du vin, c'est d'être capable de laisser exprimer justement cette personnalisation, c'est ce qui est en nous à fleur de peau. Yeah, what kind of stone is this? So it's flint. Flint? Yeah. Yeah. And what is very interesting is the fact that Sauvignon Blanc is very reactive to the nature of the soil. Okay. And for example, if you strike these two stones. Yeah, it's flint. That's how you make fire. Yeah, Sure. yeah. Can you smell? There is a certain smokiness, and this flavor is not as intense as you can smell it here. But in this glass, it shows a certain spiciness. Auprès de ce jeune chef new-yorkais, Arnaud ressort le grand jeu. La démonstration rappelle celle de son père à Moscou. On ne change pas une méthode qui gagne. Pour moi, ça n'a rien de naturel, bien entendu, d'être dans la campagne, à Chavignols, d'être en plein cœur du vignoble, avec chaque jour des idées très terre à terre, à résoudre des problèmes très concrets, et de me retrouver en plein milieu des rues de New York et devoir expliquer et défendre l'idée qu'un vin, c'est pas forcément qu'un produit industriel, bien au contraire, c'est un produit d'art, d'artisan, c'est un produit presque artistique. Et défendre cette idée alors qu'ici tout va très vite, que la vie est extrêmement moderne et très palpitante, on a peut-être un peu de mal à retrouver ses propres traces, mais je crois que malgré tout, le New-Yorkais et le sommelier new-yorkais, c'est quelqu'un qui est très attentif à ça et au contraire, qui respire un petit peu de notre oxygène lorsqu'on vient le voir ici. À Chavignols, les vendanges se terminent. C'est au tour de Jean-Christophe, le maître de chai, d'entrer en piste. On essaie de perpétuer le goût du vin qui nous a été transmis par nos grands-parents, nos parents, et faire partager cette passion, parce qu'à travers le vin, c'est toute une histoire, c'est l'histoire de notre pays, en France, non seulement à Sancerre, mais toute la France. Il y a toute une histoire autour de la culture de la vigne et l'élaboration des vins, et c'est ça ce qui est passionnant, quoi. Là, on a des raisins le plus entiers possible qui vont être pressés très doucement, très longtemps, mais très doucement, pour extraire le meilleur du jus, le plus expressif aromatiquement et gustativement. C'est ni plus ni moins comme un jus d'orange que vous pressez, que vous mettez au réfrigérateur, et vous allez avoir la partie la plus limpide du jus qui va rester en surface et la partie la plus trouble qui va sédimenter dans le fond des cuves. Ça, c'est le résultat que l'on obtient au bout de 48 heures. Donc vous voyez, entre le jus de raisin qui sort du pressoir, là, et celui qui a été décanté, qui est très limpide, qui est débarrassé de ses impuretés, et ce jus de raisin-là, c'est cette partie-là qui sera utilisée pour faire le vin. Il est important, avant de mettre en bouteille un vin, donc de déguster, de savoir ce qui peut être assemblé, parce que sur un même terroir, souvent dans notre vignoble de Sancerre, on a beaucoup de petites parcelles qui sont très proches les unes des autres, qui expriment souvent un caractère très proche. Et il est important de regrouper ces parcelles ensemble pour faire des cuvées. On a l'impression d'avoir un résumé dans une bouteille d'une année écoulée. Et c'est ça le côté passionnant, c'est de retranscrire ce que la nature nous a permis d'obtenir sur une saison, de le retranscrire à travers la dégustation dans une bouteille. On est fiers et on a la chair de poule en même temps, parce qu'après, quand les premières bouteilles sortent, on a toujours l'appréhension de qu'est-ce que va en penser le consommateur. Parce que les consommateurs aujourd'hui sont tellement habitués à avoir des choses très linéaires, à la standardisation, et ça c'est notre côté un petit peu
unique en France, ces notions de millésime, chose qu'il n'y a pas dans beaucoup d'autres pays à travers le monde, et d'avoir des écarts qualitatifs d'un millésime à un autre. On va aller dans un nouveau bâtiment que mon père a restauré il y a environ 6 mois. Et c'est le premier repas familial qu'on va faire dans ce bâtiment-là. Durant les rares moments de pause en famille, pour les hommes du clan bourgeois, le principal sujet de conversation reste le même. Est-il nécessaire de préciser lequel? Et tant que j'ai fait cuire, Jean-Christophe, je crois que tu vas nous faire goûter un petit peu le Sancerre 2007. Et je crois que les uns comme les autres, on a une certaine satisfaction du travail accompli, parce que je pense qu'on n'a pas tout bien accompli, mais on a accompli quand même pas mal de belles choses, mais on n'en est pas fier. On est satisfait simplement. Mais cette satisfaction, c'est pas uniquement nous qui devons l'avoir. C'est nous et nos collaborateurs. On n'est pas tout seul pour travailler. Une chaussette? Il va jouer à son jeu favori. Eh ben, il nous sert du vin. À l'aveugle, il faut qu'on découvre ce que c'est. Une chaussette. Donc là, on voit si... Une chaussette, si on s'est à peu près dégusté, quoi. Une chaussette qu'on donne les avions, ça. Hein. De toute façon, allez, pour goûter du vin, il n'y a pas de secret. Pour arriver à retrouver du vin, il faut l'avoir goûté une fois. Donc, dès qu'on peut en goûter, il faut le faire. Alors, ta deuxième bouteille, est-ce qu'elle vient du même horizon ou est-ce qu'on n'est plus européen là? Oh non. Ah bah écoute, non. Oui. Quand même définir la chose. C'est très anisé, c'est épicé un petit peu. Le système, il faut essayer de découvrir au moins d'où ça vient. C'est-à-dire, au moins, si c'est hémisphère nord, hémisphère sud. Ensuite, on aime bien essayer de découvrir le cépage. Bon, nous, évidemment, ici, on est très orienté Sauvignon. Donc, on essaie de détecter si c'est du Sauvignon ou pas. Et après, par élimination. Et ensuite, on essaie de savoir si c'est déjà un vin qu'on a goûté, si on connaît le vigneron. Parce que c'est souvent des vins qu'on a échangés avec des copains vignerons durant tous nos séjours à l'étranger. Donc, on essaie de faire une petite connexion avec les différents échanges qu'on a fait avant. Pour moi, c'est l'hémisphère sud. Et ça a dû être un très bon Sauvignon, mais qui est déjà évolué, passé. Et là aussi, je dirais que c'est pas du tout français, c'est un style, je dirais, nouveau monde. Parce que c'est important de pouvoir parler ensemble, on se voit un petit peu souvent en dehors du travail. Et l'idée, c'est de pouvoir faire un dernier repas ensemble et puis discuter de nos affaires, mais aussi d'autres choses. Les belles truffes. Ah ouais, c'est super bon. Ça va être superbe avec. Je déborde d'orgueil que mes enfants ont pris la suite, et puis je suis content, tout va bien avec eux. C'est ça. C'est un Sauvignon autrichien. Le côté familial, c'est la plus grande réussite. La réussite, c'est pas de l'argent. Moi, de l'argent, j'ai jamais couru après l'argent. L'argent, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai une société, nous avons une société, et puis cette société, il faut qu'elle vive, il faut faire vivre les employés, il faut qu'elle prospère, parce qu'on sait très bien une chose, maintenant on est condamné à prospérer, si on ne prospère plus, on se casse la gueule. Allez. Je prête mon verre. Hein. Ok, super, merci. Alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Regardez bien. Automatique. Et là, la fonction sourire. C'est-à-dire, souriez pas. Donc on sourit pas, on sourit pas. Tu vois, regarde. Là, attends, je vais mettre moi le zoom. Il ne peut pas corriger en tête. On y va. Tu vois les deux têtes là. Ouais. Alors, j'appuie dessus. Ouais. Ça fait rien. Souriez maintenant. Attends, on va en prendre une autre. Les bourgeois, comme de nombreux vignerons français,
luttent au quotidien pour survivre au cœur d'un système qui pourrait très vite les engloutir. Loin de Moscou et de New York, c'est dans la cave de ses ancêtres que Jean-Marie aime revenir au contact de ses racines. Ici, dans les mains, j'ai une bouteille de 1934. C'est mon arrière-grand-père qui a fait ce vin-là. C'était avant l'appellation Sancerre. C'est du vin qu'il avait caché avant la guerre, pour pas que les Allemands l'aient. Il l'avait caché dans son jardin. Et puis, bien des années plus tard, ma grand-mère m'a dit, ton arrière-grand-père avait caché du vin là. Je l'ai déterré, et je l'ai sorti, j'ai rempli les bouteilles. On a bu quelques bouteilles, il m'en reste encore quelques-unes. Et ça, c'est vraiment le plus grand bien de la famille. Il est bon, ça dépend comment on l'aime. Mais il parle, ce vin. Il nous dit... il reflète un petit peu l'état d'esprit de ces années-là. Évidemment, ça n'a plus rien à voir avec les vins de maintenant. Mais on ne sait pas les vins de maintenant, dans 80 ans plus tard, comment ils seront. C'est ça, on ne connaît pas exactement l'avenir. Là, on sait au moins le passé. Le vin est vivant. Même 80 ans après, il est vivant. On dit que les Sancerres, ça vieillit très mal. Je souhaite simplement que tout le monde vieillisse comme les Sancerres. Puis vous me stressez encore un peu plus, vous deux. Tu fais du spectacle dans ta caméra. Moi, j'aime lire l'étiquette. Et venez donc là à ma place, hein, parce qu'ils sont en train de me tortiller, je sais pas quoi. Hein. C'était extra. Alors c'est donc un enchaînement entre les vignes et la place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie, elle avait un joli nom, guide, Nathalie.